On va vous faire vivre quelque chose que vous n'avez jamais vu. Voilà les mots d'un membre des Ultra Aslan de Galatasaray au sujet d'un match de basket de l'Euroleague féminine en France il y a quelques jours. Partout, dans tous les sports, tout le temps, ils sont la voix et l'enfer de Galatasaray. Véritable machine à déplacement, réseau international, les Ultra Aslan sont des ultras absolument uniques en Europe. En plus de leur puissance vocale, de leur créativité, ils sont aussi capables de fédérer, de revendiquer, de s'indigner. Plongeons aujourd'hui dans l'enfer d'Istanbul, dans ce 21e épisode d'Ultra Politique générique. Bonjour les amis, bienvenue sur l'Arena. Bienvenue pour le 21e épisode d'Ultra Politique, la seule série du YouTube Foot qui vous présente les plus grands groupes de supporters de foot d'Europe et du monde, tout en vous montrant l'aspect historique, politique, social ou géopolitique des tribunes. Et aujourd'hui, on fait halte en Turquie. Pour la première fois en 5 ans sur YouTube, je vous propose une vidéo sur des ultras turcs. On me l'a beaucoup proposé par le passé, et en l'occurrence, les Ultra Aslan de Galatasaray. Club éminemment célèbre, réputé pour son stade chaud comme un volcan, c'est un très gros morceau qui nous attend aujourd'hui. Avant qu'on commence, merci pour votre fidélité tout au long de ce mois d'octobre. Ça fait super plaisir, beaucoup regardent l'Arena sans être abonnés, donc si vous aimez mon contenu ou si vous découvrez la chaîne, un grand bienvenue. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. C'est gratuit. Et à laisser un petit pouce, bien sûr, pour le référencement. La chaîne continue de grandir, c'est vraiment génial. Merci du fond du cœur. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Posons nos valises sur les belles rives du Bosphore en Turquie, un pays à bien des égards singulier et magnifique. La Turquie, pays de sport, pays de football, c'est impressionnant. Les Turcs sont très bons dans les sports collectifs, je pense notamment au basket ou au volley. En football, la Turquie, c'est évidemment les clubs phares qu'on connaît, les trois gros d'Istanbul, véritable institution dans le pays, même s'il y a également beaucoup d'autres clubs professionnels populaires. Istanbul, 16 millions d'habitants, c'est cette mégapole traversée par le fleuve du Bosphore avec une rive européenne, une rive asiatique. C'est ce qui donne justement l'appellation de derby intercontinental quand on parle du match Galatasaray-Fenerbahçe. L'histoire du club de Galatasaray est particulière. Le club naît en 1905, alors sous l'Empire ottoman. La Turquie comme État souverain ne naîtra qu'en 1923. Le fondateur de Galatasaray, c'est ce monsieur, Ali Sami Yen, étudiant au lycée qui porte le nom du club, le lycée de Galatasaray. Ali Sami fonde avec des camarades un petit club qui deviendra le géant omnisport turc que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir donc que Galatasaray tire son nom du lycée d'Istanbul, lycée qui tient lui-même son nom du quartier Galata. Et c'est un lycée fondé en 1481, très réputé de la haute élite stambouliote. Il forme notamment les grands cadres et élites de l'Empire, puis de la Turquie moderne. C'est l'héritage de ce lycée qui a permis notamment la fondation de l'université de Galatasaray en 1992. Ali Sami Yen et ses camarades s'inspirent des couleurs du lycée, le rouge et le orange, et de l'emblème de l'établissement pour colorer le club, l'habiller et revendiquer ainsi une identité. Ainsi, à l'origine, Galatasaray est le club de l'élite d'Istanbul, c'est le club de la haute société, tandis que Beşiktaş et Fenerbahçe sont davantage des clubs populaires. Mustafa Kemal, dit Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, voyait d'ailleurs dans le lycée de Galatasaray un moyen de former une jeunesse cultivée, polyglotte et laïque, tournée vers l'Occident sur la rive européenne d'Istanbul. Aujourd'hui, si la distinction entre élite et classe populaire s'est bien évidemment énormément dissipée entre les clubs turcs, la séparation géographique reste quand même bien présente avec des quartiers pour chaque grand club et une prédominance évidemment pour Galatasaray sur la rive européenne d'Istanbul. Dans le district de Beyoğlu, dans le quartier de Karaköy et dans la grande avenue Istiklal, vous êtes dans le bastion historique des fans de Galatasaray, bien qu'aujourd'hui, et notamment près du nouveau stade construit en 2011, des nouveaux quartiers de supporters des Rouges et Oranges aient émergé, supporters qu'on surnomme également en Turquie les Cimbom. Galatasaray, c'est aussi ce club au succès éclatant, un des étendards du foot turc. Sur Instagram, je vous avais demandé à quel club vous pensiez quand on vous parle de football turc. Vous êtes 70% à avoir choisi Galatasaray, ça montre quand même la trace dans l'imaginaire collectif qu'a laissé ce club, notamment à l'étranger. Club le plus titré du pays, 25 titres de champion, double tenant du titre, 19 coupes de Turquie,
une Ligue Europa et une Super Coupe d'Europe en 2000. C'est un grand palmarès et ils ont vraiment bien rattrapé et distancé même Fenerbahçe. Pour vous l'illustrer, en 2007, Fenerbahçe était à 17 titres de champion, Galatasaray 16. En 2014, les deux clubs étaient à égalité, à 19 titres. Et aujourd'hui, en 2025, Fenerbahçe est toujours bloqué à 19, mais Galatasaray est à 25. Beşiktaş, quant à lui, est à 16 titres. Et puis, je vous le disais avant, Galatasaray est bien sûr un grand club omnisport avec plusieurs sections sportives comme le futsal, comme le volley féminin et bien sûr le basket avec un club une fois vainqueur de l'Eurocoupe en 2016, 5 fois titré du championnat turc. Là par contre, c'est pas du tout le club le plus titré du pays. Fenerbahçe est devant avec 12 titres et Anadolu Efes avec 16 titres. Voilà donc pour l'histoire très vite résumée du club de Galatasaray, un club majeur en Europe qui rime pour beaucoup avec soirée européenne du mardi, mercredi ou jeudi soir, avec des souvenirs, notamment ce match contre le Real Madrid avec Didier Drogba ou ce Galatasaray-Juventus, un match bizarre reporté à cause de la neige. Ce sont ces joueurs mythiques comme Muslera, Hakan Şükür, Bülent Korkmaz ou Metin Oktay. Et puis évidemment, ce qui fait la renommée internationale de ce club, c'est son chaudron, son public et sa puissance vocale, ses chants caractéristiques, bref, l'atmosphère autour des matchs de Galatasaray. Ça nous fait donc une belle transition sur l'histoire du supporterisme dans ce club. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, le supporterisme à Galatasaray n'a pas été organisé. Il n'y avait pas de groupe officiel, d'ultra, d'associations qui mettaient l'ambiance dans le stade. Ça n'a pas pour autant empêché que l'ambiance soit bonne dans les années 1980-1990 par exemple. On sait que les Turcs sont des Méditerranéens, ils ont de la passion, mais le supporterisme n'était pas organisé. Il faut attendre janvier 2001 pour voir la naissance d'un groupe de supporters, les Ultra Aslan. Alors, nom qui est particulier, c'est une contraction. Ultra pour ultra et Aslan en turc qui veut dire le lion. C'est devenu l'animal emblème de ce groupe et du club. Ils vont devenir au fil des années une organisation majeure en Turquie et majeure en Europe, puisque le groupe des Ultra Aslan est un groupe international et un des plus grands groupes du monde en termes de membres. Et oui, vous le savez, la diaspora turque est un peu partout dans le monde et notamment en Europe et a fortiori, les supporters de Galatasaray sont un peu partout aussi. Ainsi, depuis des années maintenant, les Ultra Aslan ont mis en place un véritable réseau d'antennes un peu partout sur le continent, en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède. Sur le site internet par exemple, on énumère une vingtaine de pays avec des antennes et des responsables locaux, par exemple les Ultra Aslan Fransa pour la France. Cela permet ainsi une certaine coordination de tous les supporters de Galatasaray. L'Allemagne, c'est encore plus spécial quand on sait que 4 millions de Turcs ou Germano-Turcs vivent outre-Rhin. Il y a 6 antennes des Ultra Aslan en Allemagne, dans les régions stratégiques, le bassin de la Ruhr, Berlin, la Bavière, Essen, la région de Francfort. Chelsea Berlin pour le Beşiktaş, c'est exactement le même mode de fonctionnement. On le voit, c'est une véritable organisation qui s'appuie évidemment sur la diaspora pour remplir les parkages et assurer un supporterisme ultra massif quand l'équipe se déplace un peu partout en Europe. On en a eu la preuve très récemment avec Francfort-Galatasaray en première journée de Ligue des Champions il y a quelques semaines. Le parkage turc était plein et faisait énormément de bruit. À Francfort, c'est pas mal de faire du bruit. Et il y avait beaucoup de Turcs de la région qui étaient présents au stade dans le secteur visiteur ce soir-là. On peut ajouter plein d'autres caractéristiques sur les Ultra Aslan. Ils suivent Galatasaray en basket et dans tous les autres sports, comme le rappelle l'introduction de la vidéo. Ils sont là pour assurer l'ambiance. Ils ont une qualité de tifo, on en parlera après, qui est la meilleure en Turquie et qui franchement est assez fantastique. Ils ont des parkages visiteurs très impressionnants, une mobilisation très puissante, que ce soit en Turquie ou en Coupe d'Europe. Dans leur stade domicile, ils sont rois, ils ont une vraie mainmise sur l'ambiance du stade, ils sont dans les deux virages, ça c'est assez unique. Ils ont un côté où il y a les grandes bâches, les capis, le plus d'ultra, et en face, il y a aussi une bâche, notamment celle qui représente l'ultra sur le logo du groupe, où ils ont aussi du matos et quelques personnes. C'est souvent dans cette tribune d'ailleurs qu'ils font les tifos, donc c'est assez rare et ça permet une certaine communion et union avec les deux virages et l'ensemble du stade, tout simplement. Je vous propose un petit mash-up pour vous donner un petit aperçu de ces ambiances incroyables. Les images parlent mieux que les mots.
On l'a vu, des tifos assez sensationnels, le Welcome to Hell impressionnant, vous aurez remarqué des airs caractéristiques des stades turcs et notamment le 1, 2, 3 et ensuite les fans qui font chim bom bom, spécifique à Galatasaray, mais cette façon de faire, c'est typiquement culture foot turc, culture stade turc. Chaque club se réapproprie des paroles, mais l'air, on le voit absolument partout. Et ça, c'est vraiment assez époustouflant au coup d'envoi, où l'ensemble du stade chante comme un seul homme. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les records de décibels explosent en général. 133 décibels lors d'un match de Galatasaray il y a quelques années. C'est un des records absolus dans un stade de foot. C'est l'équivalent d'un avion au décollage. Dernièrement, lors du match de C1 face à Bodø/Glimt, la mesure a atteint les 108 décibels, c'est énorme. L'entraîneur de Bodø/Glimt avait d'ailleurs mis des bouchons d'oreilles pour le match et au final, il a déclaré devant la presse qu'il était ressorti avec un gros mal de tête. C'est révélateur de ce qu'est ce chaos sonore que le volcan de Galatasaray. C'est pas pour rien que de nombreux observateurs, journalistes, groundhoppers ou joueurs qui ont eu l'opportunité de fouler cette pelouse disent que c'est l'une des ambiances les plus hostiles du monde. L'adversaire est sifflé en permanence à chaque possession. Ce qui caractérise également les Ultras Aslan, au-delà évidemment des tifos, de la mobilisation, de la ferveur, c'est aussi les matchs à tension, les risques de violence, de débordement, notamment face à des rivaux ou d'autres tifoselli à risque. On le sait, jouer à Galatasaray, recevoir le club turc, c'est pas simple. Beaucoup de précédents, de violence, de tension, ils viennent en nombre, donc évidemment pas simple à gérer. On se souvient de PSG Galatasaray en 2019 qui a été très craint, il y avait d'ailleurs eu des affrontements près du stade. À Marseille également en 2021, c'était extrêmement chaud entre le virage nord et le parkage turc. Amsterdam, c'était assez tendu aussi il y a quelques mois. D'ailleurs, ils vont revenir dans une semaine pour Ajax Galatasaray en Ligue des Champions. Et puis, malheureusement, il y a parfois des drames, comme en 2000, avant la demi de Ligue Europa face à Leeds, où deux fans anglais sont morts poignardés par des fans turcs qui n'étaient pas membres des Ultras Aslan, je le précise, mais ça montre quand même que c'est souvent des rendez-vous à risque. Ça fera un lien très utile par rapport à ma dernière vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Enfin, et on terminera avec ça pour cette première partie, les Ultras Aslan disent défendre de nombreuses valeurs dans leur supporterisme. La défense d'un football populaire, où les fans sont essentiels, et pour le football et pour le club de Galatasaray, contre le football moderne, contre la répression ou les privations de liberté. Ils auront 25 ans en janvier prochain. Les festivités risquent d'être très belles. On en vient à la deuxième partie de la vidéo, le cœur de notre sujet, la politique dans les tribunes de Galatasaray et des Ultras Aslan. Alors, il y a un truc fondamental qu'il faut comprendre, c'est qu'en Turquie, le football est ultra politique. En fait, il a une telle importance sociale et de telle résonance qu'il ne peut être que politique, qui plus est sous la présidence de Erdogan, qui est un grand amateur de football et qui est un homme qui utilise le sport power, le football power on pourrait dire, pour consolider son pouvoir en interne, mais aussi sur la scène internationale, même si on va voir que le football en 2013 ne lui a pas souri, bien au contraire. En tout cas, les tribunes turques sont assez politiques. Elles sont marquées par une constance dans tout le pays, qui est le patriotisme, voire même l'ultra-patriotisme. Très souvent, la figure de Mustafa Kemal, Atatürk, nationaliste turc, celui qui a conduit la Turquie vers l'indépendance, qui a chassé notamment les Grecs et autres minorités d'Asie mineure, est très souvent présente comme sur ce tifo en 2024. En 2023, c'est une année particulière pour la Turquie puisque c'est le centenaire de la création de l'État turc moderne, 1923-2023. En 1923, la Turquie battait les armées arméniennes et grecques et obtenait son indépendance dans les frontières actuelles du pays. C'est une date très importante, célébrée par exemple sur cette scénographie époustouflante des Ultras de Galatasaray fin 2022. On y voit le nombre 100 mêlé au drapeau turc et au logo de Galatasaray. En virage, on y voit Atatürk tel un conquérant sur son cheval aux côtés de symboles de l'histoire nationale turque et de la banderole. Ils n'ont pas pensé à revenir, martyrs des écoles de Sultani. C'est une référence claire à l'histoire de Galatasaray puisque Mektebi Sultani, c'est le nom historique de l'école impériale de Galatasaray et donc c'est un rappel à cette histoire liée à la fois à l'école et à la terre qu'il a vu naître. On constate en tout cas une vraie prédominance du patriotisme, une forme d'union entre l'histoire de la nation turque, ses héros nationaux et la gloire du club, comme ici sur ce tifo en 2015 avant un match de Ligue des Champions. Grand tifo papier aux couleurs turques avec la banderole « Une Turquie dans l'unité et la solidarité ». Ce qui est intéressant et essentiel à remarquer, c'est que le nationalisme et le patriotisme turc sont très visibles dans les matchs qui ont une portée historico-politique. Les matchs contre les clubs serbes, du fait des précédents et des guerres passées, sont marqués par des clivages,
tout comme les affrontements contre les clubs grecs, évidemment. L'an passé, il y avait eu en Ligue Europa Galatasaray-PAOK, voilà ce qu'on pouvait y voir signé par les Ultras Aslan depuis 1453. 1453 pour les amateurs d'histoire, date importante, c'est la prise de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, par les troupes de l'Empire ottoman et de Mehmet II aux dépens de l'Empire byzantin grec. C'est évidemment une forme de provocation, comme les portraits de Mehmet II et d'Atatürk brandis par les fans turcs en direction du parcage grec, deux personnages qui sont des douloureuses figures pour les Grecs. Les tensions et différents politiques entre les ultras de Galatasaray et le monde hellénique, on le voit évidemment avec le cas de Chypre du Nord. Vous le savez peut-être, mais Chypre, donc, qui est une île divisée avec la partie que l'on connaît bien, membre de l'Union européenne, et la partie nord qui est occupée par la Turquie depuis 1974. Il y a environ 40 000 militaires turcs encore aujourd'hui dans le nord de Chypre et qui a instauré un État fantoche, la République turque de Chypre du Nord, c'est-à-dire un État qui dépend totalement, militairement, économiquement, etc., d'un autre pays et qui n'est reconnu par personne dans le monde. Il y a un seul État qui reconnaît Chypre du Nord, c'est la Turquie. Et c'est la pierre d'achoppement majeure et de tension diplomatique entre la Grèce et la Turquie, entre les Chypriotes grecs et la minorité turque du Nord, que la Turquie a utilisé pour envahir l'île en 1974. Et donc évidemment, quand on voit les virages des ultras de Galatasaray aborder ce drapeau de Chypre du Nord, on y voit le poids géopolitique de tout ça. Ça me fait penser d'ailleurs qu'en 2003, pendant le match Galatasaray-Olympiakos, les Ultraslan ont sorti cette bannière qui représentait l'île de Chypre coupée en deux avec l'inscription « Si vous voulez la paix, reconnaissez la République turque de Chypre du Nord ». Étudier la tribune des Ultraslan de Galatasaray, c'est plonger dans l'histoire de la nation turque, des relations parfois compliquées avec la Grèce. C'est un très bon exemple qui montre comment l'histoire et la géopolitique sont importantes à étudier dans le mouvement ultra et surtout permettent de comprendre également des contextes, des couleurs politiques. Et je crois, quand on voyage, quand on met les pieds dans un stade, c'est vraiment important de comprendre où on est. Une des grandes prises de position dernièrement de la part des Ultras Aslan de Galatasaray, c'est le soutien à la Palestine et au peuple palestinien. Pas plus tard que lors du dernier match de Ligue des Champions avec ce tifo Stop the Genocide et le drapeau palestinien en tifo papier. C'est assez rare dans un stade turc de voir un drapeau étranger autre que le drapeau national, donc c'est vraiment assez révélateur. Depuis plusieurs semaines en réalité, les Ultras Aslan enchaînent les prises de position à ce sujet. En témoigne par exemple cette banderole visible à quasi tous les matchs, notamment en Ligue des Champions, là c'était face à Liverpool, ou encore celle-ci qui affirme que l'humanité a perdu sa conscience à Gaza. C'est un soutien populaire qui n'est pas propre qu'aux Ultras Aslan, par exemple à Fenerbahçe ils le font aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les stades turcs. Et enfin, il y a un exemple absolument central dans cette vidéo, un point essentiel concernant l'histoire politique et sociale des Ultras Aslan. Et pour cela, il faut remonter en 2013 lors des protestations de Gezi. Pour vous résumer très rapidement, en 2013, Erdogan est déjà Premier ministre de la Turquie depuis 10 ans et depuis quelques années, la population turque s'inquiète du durcissement du pouvoir par le parti, en place l'AKP, et par la restriction de liberté, notamment de presse, d'expression ou d'association. Ainsi, dans le parc Gezi à Istanbul, en mai 2013, un premier sitting de personnes en guise de protestation a lieu. Il va lancer le début d'un large mouvement de contestation populaire dans tout le pays. Des désobéissances civiles apparaissent, des blocages, des manifestations, des contestations, des émeutes aussi se produisent, plus de 7000 blessés, énormément d'interpellés et 7 morts, dont des jeunes adolescents, pendant le gros de ces manifestations. Ce qu'il faut noter, c'est que les ultras de Galatasaray sont dans la rue. Cette photo prise le 31 mai 2013 montre les Ultras Aslan en cortège aux côtés des manifestants marchant pour soutenir les revendications pour plus de liberté. D'ailleurs, une initiative absolument historique va être mise en œuvre entre grands rivaux d'Istanbul puisque les mouvements de supporters de Beşiktaş, de Galatasaray et de Fenerbahçe vont s'unir autour du mouvement Istanbul United, une alliance entre rivaux éternels destinée à ramener, je cite, la paix et les libertés en Turquie, un mouvement qui va fédérer sur la place Taksim à Istanbul un monde fou, symbole de ce que peut générer le football et le supporterisme comme engagement social et vecteur d'unité. Certains ultras entendaient par exemple lutter contre, je cite, la montée du fascisme en Turquie. C'est assez incroyable que des supporters si rivaux aient mis leur rivalité de côté pour s'associer. D'ailleurs, les logos et les animaux emblèmes ont été fusionnés pour matérialiser cette alliance. Et ils ont d'ailleurs
payé le prix, puisque pendant plusieurs mois et années qui ont suivi, les ultra-turcs ont subi la répression et une surveillance beaucoup plus accrue des autorités turques. Cet exemple, il montre très clairement comment les Ultra Aslan de Galatasaray, comment cette organisation massive s'est impliquée dans la vie sociale et politique turque, fidèle en quelque sorte aux valeurs que le groupe véhicule depuis 2001. Un groupe ultra et des supporters ne sont jamais indépendants du contexte politique dans lequel ils vivent et exercent leur passion. Retenez ça. Jamais. Et l'exemple des manifestations de Gezi, il montre à quel point un supporterisme organisé, avec des groupes, avec des leaders, avec des noyaux, etc., est capable d'apporter comme réponse, capable de mobiliser, de fédérer. Oui, les Ultraslan sont capables de se rassembler par milliers en déplacement pour aller soutenir Galatasaray aux quatre coins de l'Europe. Ils sont aussi capables de fédérer pour manifester pour des revendications politiques et ça, à mon sens, c'est un des enseignements majeurs de cette vidéo. Pour conclure ce 21e épisode d'Ultra Politique, on peut dire que ces ultras de Galatasaray ont un mode de fonctionnement assez fou en Europe, avec des antennes transnationales, une diaspora active et une mobilisation de chaque instant pour soutenir Galatasaray et toutes ses sections sportives. Étendard du patriotisme turc, ils embrassent des causes variées et surtout, par leur implication directe lors de Gezi du côté du peuple, quittent en quelque sorte l'héritage historique du club de Galatasaray, club des élites et de la haute bourgeoisie d'Istanbul. Les Ultra Aslan ont ainsi donné depuis 2001, depuis bientôt 25 ans, une voix à ce géant du football et du sport turc, une puissance qu'il est difficile de faire éteindre. Tendez l'oreille, le rugissement du lion traverse le Bosphore. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, fin de ce premier Ultra Politique de la saison sur YouTube. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on explose la barre des likes, les commentaires, les abonnements, évidemment, tous ensemble les amis, vers les 60 000 abonnés. C'était un très grand plaisir de travailler sur ce sujet, assez passionnant, assez dingue. Je vous glisserai d'ailleurs en description des sources, mais aussi des compléments pour aller plus loin, notamment sur le cas de Gezi en 2013. C'est assez fou comment les mouvements de supporters, et notamment dans le cas turc, se sont impliqués socialement. C'est vraiment un exemple qui a été étudié par les historiens et sociologues pour mesurer à quel point ces groupes ont une conscience politique et à quel point voilà, le mouvement ultra est capable d'agir. C'est tout pour moi les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, peut-être en vacances, profitez bien. Si ce n'est pas le cas, bon courage au travail, bon courage à tous les autres. On se retrouve très vite pour de nouvelles grandes aventures. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, comme toujours, profitez des vôtres. Ciao.